Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez les cours des principales exportations du pays, le panel des ménagères, un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc-congolais, principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2425,1009 francs congolais. 1 euro équivaut à 2651,1500 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,0417 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 129,4457 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2430 francs congolais, 1 euro équivaut à 2442 francs congolais et 1 franc CFA équivaut à 3,8 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré encore une baisse. Elle coûte $8276 américains contre $8720,25 américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il est toujours évalué à $32 975 américains. L'once d'or est vendue à partir de $1915,90 américains contre $1935,15 américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à $84,31 américains contre $79,75 américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de $3333 américains contre $3543 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La contribution des affaires foncières au budget de l'État n'était en 2018 que de 0,3%. Les chiffres ont évolué depuis, c'est-à-dire depuis septembre 2019. Comment expliquer cette évolution? On en parle avec le ministre des Affaires foncières, Monsieur Aimé Sakombi Molendo, bonjour. Bonjour, M. Eric Ambago. Plus de 4 ans à la tête de ce ministère, un record. Quel est votre secret? Écoutez, d'abord, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'adresser à vos auditeurs. Et je profite aussi de l'occasion pour vous féliciter pour les 20 ans que vous avez récemment fêté. J'ai beaucoup d'amis à Top Congo. Merci. Et bravo pour le travail que vous faites. Merci. Alors, pour revenir à la question, évidemment, le secret, c'est le travail, c'est le courage des réformes. C'est un des ministères les plus difficiles. Quand je suis arrivé ici, l'état de lieu était catastrophique. Une administration gangrénée à souhait, avec beaucoup d'antivaleurs. Donc il fallait, dès le départ, fixer les choses. 1, la baisse des conflits. 2, la maximisation des recettes. Et je me souviendrai toujours lors de la première réunion que j'ai eue avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est courant septembre 2019. Juste un mot, Monsieur le Ministre, chaque bien doit revenir à son propriétaire. Ensuite, on a eu la boussole de lui-même, le chef de l'État, lorsqu'il s'est adressé devant les 2 chambres le 13 décembre 2019. Dans le pilier affaires foncières, c'était très clair. Il fallait absolument numériser, moderniser le cadastre. Ensuite, lutter contre la sous-évaluation systématique. Et enfin, produire une nouvelle loi foncière adaptée aux réalités actuelles.
Donc, vous êtes resté un peu plus longtemps parce qu'il fallait mettre en œuvre toutes ces réformes qui prennent du temps. Écoutez, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Moi, je travaille, j'ai l'appui du chef de l'État, ses orientations et l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons un programme et nous sommes en train de le respecter et certainement que les résultats encourageants qu'on a eus ont certainement milité pour ce maintien. Vous avez donc eu sur votre parcours des pots de banane par cette mafia du secteur foncier. D'une manière continuelle. Si vous n'avez pas les reins solides, vous ne pouvez pas diriger ce ministère, impossible. Donc aujourd'hui, vous battez pour que ce ministère puisse être parmi les plus grands contributeurs au budget de l'État. Tout à fait. C'est comme ça que dès que nous sommes arrivés, là je parle du premier, ou plutôt du dernier trimestre 2019, je suis pas venu, j'ai appelé tous les conservateurs, je leur ai dit je ne suis pas venu avec des conservateurs ou des chefs de division du cadastre dans une camionnette. Je suis venu travailler avec ceux qui voudront se mettre au diapason de la politique du gouvernement, des réformes. Donc j'ai accentué les contrôles et c'est là où vous verrez déjà que j'ai atteint 137% en 3 mois des assignations du dernier trimestre par rapport au dernier trimestre 2018. Ensuite, il y a eu la pandémie. Ça a un peu ralenti notre élan. Et je crois qu'au courant 2021, on a pu commencer à asseoir les réformes, notamment sur la bancarisation des opérations immobilières et foncières à partir de $10,000. Ça voudrait dire que lorsque vous voyagez, vous voyez bien que les voyageurs peuvent détenir jusqu'à $10,000 en espèces. Donc c'est ce montant-là qu'on a pris, Convention de Vienne, c'est ce montant-là qu'on a pris comme plancher. Donc à partir de $10,000, vous êtes obligé de recourir au circuit bancaire pour acheter une maison, une concession ou un terrain. Pourquoi? C'est pour plus de traçabilité dans les opérations? Oui, c'était pour lutter d'abord contre le blanchiment. Et puis, c'était pas tout. Nous avions remarqué aussi que lorsque les parties contractaient pour un achat, il y avait toujours 2 actes officiels, donc entre eux. Et puis un autre acte séparé. Et si c'était l'acte officiel, c'était $100,000, et bien l'acte séparé, c'était $30,000. Et c'est ce dernier qui était destiné à l'administration pour payer les 3% de droits proportionnels. Donc là, vous passez de $3,000 de droits payés à $300, juste en faisant 2 actes séparés. Alors, pour lutter contre ce coulage, nous avons recouru à la Chambre des experts, qui est créée depuis 2012 par décret du Premier ministre, avec des experts vraiment agréés, avec une filière bien connue, avec des numéros d'ordre. Et on a recouru à la certification de l'expertise. Ça veut dire que M. Eric Ambabou achète chez M. Martin, ils mettent le prix qui convient entre parties. Mais pour les droits proportionnels, pour lutter contre le coulage, nous envoyons les experts, avant la mutation, faire l'expertise et généralement l'expertise donnait toujours 2-3 fois plus. Ils utilisaient quels instruments pour contredire ce qui a été fait entre 2 parties? Non, c'est-à-dire les experts viennent et se basent sur la mercurielle. J'ai aussi co-signé avec le collègue des finances une mercurielle fixant le prix au mètre carré par quartier, dans les zones urbaines, périurbaines, rurales, même dans les zones industrielles. Donc les experts viennent et se basent sur la mercurielle du quartier, de l'avenue. Il y a un montant qui sort, rénovation pas, piscine ou pas, il y a un montant qui sort. C'est une 15aine de pages d'une expertise bien faite et les droits proportionnels seront payés par rapport à la valeur que va déclarer cette expertise. Est-ce qu'il y aura des pénalités à payer par les 2 parties? Non, il n'y a pas de pénalité, puisque avant même qu'on fasse la mutation, vous payez les droits proportionnels, donc les droits d'enregistrement, de 3% par rapport à la valeur expertisée, pas par rapport au montant convenu et consigné sur un acte transactionnel d'achat. Mais lorsque les experts constatent que les 2 parties ont floué le trésor public, il y aura des pénalités? Là, il n'y a pas de plancher. Vous vendez votre bien qui vaut 1 million, vous le vendez à 100 000. Bon, on n'a pas encore légiféré pour dire que tiens, ça c'est
ce serait plutôt de la fraude fiscale ou si c'est plus que la valeur du blanchiment, on n'en est pas encore là. Mais à tout le mois, nous, ministère des Affaires foncières, les experts agréés, expertiser le bien qui est vendu et le montant qui sortira, c'est sur ce montant-là que vous allez vous acquitter des droits proportionnels de mutation, 3%. Et c'est ça qui a fait que nous sommes passés, là c'est la reddition des comptes de 2019, 12 à 14 millions de dollars, nous sommes passés à 36 millions l'année passée. Et les chiffres que j'ai actuellement, mais j'attends la consolidation de la DGRAD et de l'IGF, parlent déjà de plus de 40 millions. Donc, nous allons quadrupler, rien qu'en accentuant le contrôle et surtout l'incise de la certification des expertises, comme partout dans le monde. Alors, vous parlez de contrôle, ça s'est fait comment? Écoutez, donc je fais des ordres de mission parce que j'ai fait signer auparavant à tous les conservateurs et chefs de division du cadastre des actes d'engagement. Ils s'engagent à ne pas minorer, à ne pas superposer les titres, à ne pas délivrer des titres sur les zones non édificantes, à respecter les prescrits des arrêtés ministériels et cours ministériels, en l'occurrence la bancarisation, et à appliquer les décisions de justice définitives. Alors, dès qu'il y a un contrôle, dès qu'il y a un problème, nous montrons l'acte d'engagement signé et je le fais partir. Et dans ce contrôle... Et c'est comme ça que vous voyez que les conflits baissent, même si ça ne se voit pas, mais les conflits vraiment baissent, surtout avec la fin de la pratique des biens sans maître, on va y revenir, mais les conflits baissent et les recettes augmentent. On a vu l'IGF, l'inspecteur général des finances, chef de service, en réunion avec vous. C'était pour faire quoi à l'époque? Non, je les avais appelés à la rescousse il y a 2 ans, en leur disant, voilà, je dois lutter contre le blanchiment dans notre secteur. Il y a encore des secteurs de véhicules où on achète encore en cash. Ici, je dois appliquer la politique du gouvernement. Nous devons recourir aux expertises et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'entame de notre entretien, le contrôle. Sans contrôle, c'était le désordre. Alors, eux sont venus comme corps et avant toute mutation, ils regardent si les arrêtés que j'ai signés avec mon collègue des finances sont respectés. Donc, vous voyez bien que c'est ce qui justifie qu'on puisse tripler, quadrupler les recettes. Ce n'est que le début. Il y a eu, à l'issue de ce contrôle, des révocations, des... Bien sûr. Il y a 1 an ou 2 ans, si vous êtes bien informé, j'ai fait partir une vingtaine de cadres de commandement ici à Kinshasa, du jamais vu. Et aujourd'hui, la pente est en train de continuer à... Les recettes augmentent à tous azimuts. Dès la prise de vos fonctions, on avait suivi, vous avez annoncé des réformes. Alors, qu'est-ce qui vous avait guidé? Qu'est-ce qui a guidé cette dynamique de réforme? Vous y aviez pensé avant de venir au ministère? Ou qu'est-ce qui vous a guidé? C'est vrai que j'ai évolué dans le secteur, ça c'est vrai, dont je connaissais un peu la gangrène. Et je crois que le président de mon parti a eu le nez creux en me disant, voilà, va mettre de l'ordre. Et le chef de l'État m'a fait confiance. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Notamment, on a quadruplé les chiffres. Maintenant, il y a les conflits fonciers. À part les actes d'engagement, évidemment, il y a les problèmes aussi que nous rencontrons avec la justice. Donc, je ne vais pas me pencher là-dessus aujourd'hui, mais c'est la prochaine numérisation du cadastre qui va vraiment mettre en place un système où non seulement nous maximiserons les recettes, mais surtout baisserons les conflits. Donc, on va dire aujourd'hui, c'est d'abord ce contrôle qui a permis d'augmenter la participation de votre ministère au budget de l'État. Oui, ça c'est certain. Et le clou, c'est donc cette bancarisation et la certification des expertises. On prend un exemple, par exemple, au cours de l'exercice budgétaire 2022, les assignations du secteur foncier étaient de l'ordre de 63,2 milliards de francs congolais. Ce chiffre a largement été dépassé avant l'échéance. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est ça, les actes d'engagement signés avec les conservateurs. Nous avons donc accru les contrôles partout dans le pays. Nous avons mis aussi en place la sanction positive, c'est-à-dire on a récompensé les 3 premières circos chaque année qui
récolté le plus de recettes. On les a primées. Il y a eu une prime spéciale donnée par le ministère des Finances. Et tout ça ont concouru ensemble pour qu'on puisse avoir cette augmentation substantielle et l'appui décisif, si je peux dire, de l'IGF. L'IGF, justement, aujourd'hui, quand on voit l'IGF, on dit l'IGF travaille bien parce que ses agents sont hyper motivés. Est-ce que c'est le cas aussi aux arrêts foncières? Depuis que vous arrivez, vous faites que le contrôle, mais est-ce que les agents sont motivés? Alors là, c'est vraiment un vrai sujet. Parce que les conservateurs, je crois qu'ils ont 100 ou 200 $. Bon, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas moi qui les paye. Donc, nous avons écrit plusieurs fois au ministère du Budget, des Finances pour augmenter. C'est pour ça que nous recourons aux primes. Mais il faudrait faire l'inverse, que le salaire soit plus important et que la prime vienne juste comme prime. Or là, c'est le contraire. Mais tout ça, évidemment, demande une nouvelle politique avec les sectoriels budget et finances pour améliorer les conditions. Mais le principe est que vous récoltez plus et on partage s'il y a des rétrocessions. Donc là, au niveau des traitements, c'est vrai que le secrétaire général est affairé. Moi-même, avec les contrats que nous avons signés, on va déjà améliorer les bureaux, on va construire une tour du foncier. Et certainement qu'on trouvera des mécanismes pour augmenter les traitements. Parce que lorsque vous dites que vous avez à un moment dépassé 137% des assignations, ça veut dire que le personnel également devrait sentir ses recettes dans... Oui, nous avons des rétrocessions. Nous avons des rétrocessions comme tous les ministères d'assiette. Mais en même temps, chaque année, l'effectif gonfle. Donc le gâteau devient encore plus large. Donc c'est pas évident. Mais la prochaine numérisation, comme on va découper les chiffres, certainement, on va adapter les rémunérations. D'abord, on le fera certainement, puisque on pourra s'y pencher plus tard. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons passer de 36, 40, 50 millions, peut-être à 200 millions l'année prochaine, dès qu'on aura numérisé. Il faudra aussi augmenter le nombre des personnes qui doivent contrôler tout ce qu'il y a comme recette. Bien sûr, mais avec la numérisation, le contrôle sera plus facile. Monsieur le ministre, parlons maintenant chiffres, parce que vous avez effleuré un tout petit peu, mais parlons de manière systématique de ces chiffres, en prenant la période allant de septembre 2019, lorsque vous arrivez ici au ministère, jusqu'à ce jour. Alors, dites-nous comment évoluent les recettes, les chiffres en termes donc de mobilisation des recettes. Ça évolue comment depuis que vous êtes là? Écoutez, je crois que nous sommes à 130% d'atteinte des assignations, du jamais vu aux affaires foncières. Mais c'est sous-évalué par rapport au potentiel? Non, ce n'est pas sous-évalué parce qu'en fait, il s'agit d'assignations. C'est quoi les assignations? C'est-à-dire chaque année, le Parlement donne des assignations à tous les ministères d'assiette. Dès que c'est voté et promulgué, le chiffre est envoyé au secrétaire général aux affaires foncières et lui les éclate au niveau des 146 circonscriptions en tenant compte de ce qu'elles ont fait les années d'avant. Donc, pour voir la courbe qui devrait donc monter, mais les assignations sont des minima. Ce n'est pas des plafonds, ce sont des minima, et nous, on est en train d'exploser les chiffres. Donc, vous ne pouvez pas vous gonfler ou bomber le torse parce que c'est peut-être pas le niveau que vous aurez pu atteindre. On est loin du compte. C'est la numérisation qui va vraiment rendre optimale les recettes. Parce que là, ce sera la cartographie, ce sera difficile de tricher. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de numérisation, pour le Congolais lambda, c'est quoi la numérisation? C'est vrai que la numérisation, en français facile, c'est l'informatisation d'une cartographie. Ça veut dire on identifie toutes les maisons de Kinshasa. On les insère dans une base de données inviolable avec tous les numéros cadastraux et on va créer donc le e-foncier. Donc ça, une application même dans votre téléphone. Si vous tapez tel numéro cadastral, on vous dit qu'il y a un propriétaire là depuis telle année avec tel acte notarié, donc plus moyen de chipoter ou de créer un doublon.
Et maintenant, comme corollaire, c'est l'acquittement de l'impôt foncier et des RCO. Difficile de cacher une maison. Donc, dès lors que ce sera dans une base de données, on va certainement améliorer le recouvrement. Donc, vous pouvez imaginer comment les affaires foncières pourront devenir un des plus grands contributeurs de l'État. Vous allez faire comment pour avoir toutes ces données? Ça se passera comment? Par des drones. C'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Hein? Non. C'est-à-dire, le problème maintenant, c'est que la loi est sous examen au Parlement. Donc, la loi qui nous régit actuellement n'avait pas, évidemment, elle date d'il y a 50 ans. Elle n'avait pas inséré les éléments sur la numérisation et les bases de données. Donc, nous attendons le cadre légal pour pouvoir lancer les opérations. Mais ça va aller vite avec les drones. Donc, aujourd'hui, avec cette opération, les titres seront sécurisés, les titres fonciers, les titres immobiliers. Dans une base de données, avec une application, même par téléphone, on vous propose une maison. Vous allez savoir directement si la maison est libre, ou bien si elle est sous hypothèque, ou encore si elle est en procès. Parce qu'il y aura des onglets avec le ministère de la Justice. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura sur l'étendue du territoire national, devant un tribunal, devant un tripet, chaque fois qu'il y aura un procès qui s'ouvrira avec une origine foncière, les informations vont nous revenir, le numéro cadastral, rue, comme ça on va insérer ça dans la base de données. Il n'y a pas moyen de tripoter sur ces données? Difficile, voire impossible. Vous allez recruter des cabinets étrangers? Bien sûr, nous sommes en pleine réforme. Nous attendons donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cadre légal pour pouvoir lancer les opérations. Alors, quel sera son impact sur les recettes de ce ministère? Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, donc nous visons entre 25 et 50 millions de maisons sur toute l'étendue nationale. Imaginez si chaque maison doit s'acquitter de $50 ou de $100, faites le calcul. Il faudra y arriver. Il y a également le pouvoir d'achat de la population. Oui, vous imaginez bien. On verra. Il y aura des édits provinciaux, certainement. Il faudra des montants discriminés parce que, c'est pas le même pouvoir d'achat partout. L'État est quand même mais démembré. On verra au cas par cas. Mais l'impôt foncier sera payé. Monsieur le ministre, vous êtes là, vous avez implémenté une loi, vous avez, disons, initié une loi, elle doit être implémentée. Vous n'êtes pas seul dans ce secteur. Il y a le ministre de l'Urbanisme et Habitat, vous avez les gouvernements provinciaux. Alors, est-ce que vous allez conjuguer les efforts pour travailler ensemble? Parce qu'il y a risque de conflit de compétences. Bon, d'abord, nous travaillons ensemble déjà avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que celui de l'aménagement du territoire. Nous avons aussi des passerelles avec le ministère de l'Agriculture. Nous attendons que toutes les 4 lois sortent, avec toutes les adéquations possibles. Et à ce moment-là, nous allons gérer la terre, nous allons améliorer la gouvernance foncière, pour que vraiment qu'il puisse avoir une paix sociale, une harmonie entre nos différents ministères. Mais c'est vrai que chacun doit faire sa part et que d'une manière isolée, on ne pourra pas. Il faut que chacun fasse sa part et puis nous venons dans un groupement qui sera la base sur laquelle d'ailleurs le collègue du numérique travaille pour que tout soit dans un seul data center, les identifiants, les titres fonciers, avec l'iris facial, empreinte, tout ça et tout. Donc ça va aller très vite, il y aura des grands changements. Vous donnez une échéance pour cela? Écoutez, nous sommes en train de rendre compte au chef de l'État à mi-parcours. Dès qu'on aura la nouvelle loi, je reviendrai sur le plateau pour expliquer toutes les innovations qu'il y aura dedans. Et je crois que dans 5 ans, 10 ans, les futures générations, là, quelque chose de solide. Il faudra aussi que vous soyez accompagné parce que ces réformes ne manquent pas d'ennemis, ne manquent pas de contre-pieds. Oui, mais nous, on est là, focus sur le travail, ce qui se passe, se dit dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, généralement, quand vous voyez des conflits qui sont sur la place publique, c'est généralement les faussaires qui sont derrière. Ça, c'est moi qui dis. Hein. Alors, Monsieur le ministre, venons-en au projet de la nouvelle loi foncière. Où en est-on avec sa promulgation? Oui, donc je l'ai défendu début décembre
la Chambre. Je crois que là, maintenant, elle a cheminé à la PAJ, dont le rapport a été adopté, d'après ce que j'ai entendu, et que à la fermeture du Parlement, la loi, le projet encore allait au Sénat. Donc certainement qu'à la rentrée, elle va suivre son cheminement au niveau du Sénat avant d'être promulguée par le chef de l'État. Et ce projet de loi va notamment protéger le Congo. On parle aujourd'hui de ces terres qui peuvent être au niveau des frontières que les étrangers ne peuvent pas acquérir. Tout ça. J'ai inséré dans cette loi que les terres frontalières sont inconcessibles aux étrangers. Pour quelle raison? Pour des raisons évidentes. Que la plupart des problèmes que nous avons, c'est à cause de nos terres. Donc on commence par là, nous nous protégeons. Je crois que moi, j'avais quand même dans la disposition, sauf dérogation du Premier ministre, entendu en Conseil des ministres, mais j'apprends que les députés ont même élagué. Ça, donc c'est très bien. Donc vous conditionnez les potentiels investisseurs qui peuvent rejeter l'offre du Congo. Il y a 2 345 000 km², ils ne sont pas obligés d'aller travailler dans les frontières. Donc aussi le principe de la terre appartient à l'État est maintenu. Ça demande, ça n'a pas bougé, ça ne bougera pas. Le sol et le sous-sol appartiennent toujours à l'État, qui en dispose comme il veut. Avec ces conditions, est-ce que vous allez faciliter l'investissement au Congo? Vous posez beaucoup de conditions pour les investisseurs? Il n'y a pas beaucoup de conditions. Nous avons simplement essayé de mettre une limite à l'accès à la terre, parce que tous les pays ont des limites. Vous ne pouvez pas venir comme ça et puis on vous donne autant de milliers d'hectares. Donc nous sommes en train de réguler tout ça. Et il faudra justifier d'un projet solide, bancable, pour qu'on puisse vous donner cette terre, parce que nous avons un problème de thésaurisation des terres. Nous avons l'élite, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, déjà avant, qui a des terrains, thésaurise la terre partout, au détriment du petit cultivateur qui peut vouloir faire, qui a un carré risicole par-ci, par-là. Donc on a, dans la nouvelle loi, pensé à cette revue légale d'occupation irrégulière. Vous occupez, vous ne payez pas les droits, donc il y aura des déchéances, il y aura des reprises qui vont s'opérer. Cette loi ou ce projet a été critiqué, il y a eu même une polémique sur les 25 ans ou 100 ans que vous accordiez. Monsieur Eric Ambabo, il n'a jamais été question de 50 ans ou de 100 ans. Jamais. Ça a toujours, d'ailleurs, si je vous envoie la vidéo, 25 ans maintenus, renouvelables selon des conditions. Et cette polémique est née d'un avocat qui est passé à la télévision, qui a raconté vraiment n'importe quoi, ça a fait le buzz. Or que nous, on avait les vidéos, les députés le savaient. Ils m'ont appelé, monsieur le ministre, vous en faites pas. Ça, c'est tous les réfractaires par rapport aux réformes. Et figurez-vous qu'il y a un collègue, pour ne pas dire une collègue, qui m'a appelé pour que je puisse la voir. J'arrive et je vois le monsieur en question qui me demande pardon, voilà, parce qu'on avait fait une plainte. Alors j'ai dit, bon, comme la collègue m'a demandé ce service, j'ai retiré. Mais vous voyez que il y a beaucoup de réfractaires. Beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous avez inspiré, on va dire comme ça? Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est le souci de faire plus de profit, donner plus d'argent à l'État congolais, Les deux, baisser les conflits, mais vraiment considérablement, augmenter les recettes, parce que le cadastre, je vous ai dit, les pays voisins, c'est 10 à 15% d'apport au budget des pays respectifs. Le royaume de Belgique, où j'ai vécu 30 ans, mais là-bas, c'est, je crois, 30%. Et ici, on est, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, à 0,3. Alors, comme le budget est en train d'augmenter aussi très fort, donc le 0,3, même quand on triple, on quadruple, ça ne monte pas trop non plus. Donc, c'est la future numérisation qui va vraiment booster et monter les recettes à un niveau jamais. Donc, cette loi va augmenter les recettes. C'est clair. Donc, le budget de l'État pourra désormais compter sur les affaires foncières. Les affaires foncières deviendront parmi les plus grands contributeurs
au budget. Je crois qu'il y a 17 ou 18 ministères d'assiette. Les affaires foncières vont faire leur part. Vous n'oubliez pas aussi l'implication des chefs coutumiers qui parfois Non, là aussi, sont responsables. On a réglé leurs problèmes. Ils auront leur cadastre, ils seront chargés, ils seront gardiens des terres des communautés locales. Ils n'auront plus rien à faire en ville et tout ça. Là aussi, c'est réglé. Et d'ailleurs, on a travaillé avec eux. Lorsqu'on a lancé la caravane pour la réforme foncière, j'avais demandé à la commission de faire le tour du pays, de visiter les 26 provinces et d'interroger toutes les couches de la population. Comme ça, il y allait avoir une appropriation générale de tout le monde pour aller vers cette loi qui doit vraiment régler le plus de problèmes possibles dans la gouvernance foncière. Monsieur le ministre, nous sommes à un budget de 16 milliards de dollars américains. Avec le travail que vous faites, on pourra aller à plus de 17, 20 milliards de dollars. Bien sûr, les affaires foncières, déjà d'ici 2, 3 ans ou 4 ans, ce sera en milliards. Je vous ai dit, vous prenez 50 millions de titres en 5 ans, 10 ans, mettez 10 dollars, 20 dollars, 50 dollars, puis on aura une politique discriminée selon le pouvoir d'achat, c'est en milliards annuels. Donc, le secteur faisait figure d'apparent pauvre parce que tout le monde mettait l'argent dans sa poche. Voilà, il y avait un coulage comme jamais dans ce secteur. Aujourd'hui, aller devant un conservateur des titres, voilà, j'ai acheté une maison qui n'est pas passée par le circuit bancaire, qui n'a pas d'expertise. Allez essayer. Vous m'en donnerez des nouvelles. Monsieur le ministre, autre question que les gens posent souvent, c'est pour obtenir tous ces documents, pour acquérir un bien, une propriété, c'est le chemin de la croix. C'est vrai, donc nous sommes à 15 jours à peu près en moyenne pour faire une mutation. Et le but, justement, encore une fois, pour cette numérisation, donc c'est cette base de données inviolable. Donc on pourra arriver à 2 jours en termes de transfert de propriété. Donc un expatrié pourra venir ou un étranger, il arrive. Il fait sa transaction, il fait notarier l'acte. Le lendemain, il a son titre, le surlendemain, il peut repartir. C'est ça aussi la numérisation et on travaille dessus. Parce que justement, lorsqu'on parlait de l'amélioration du climat des affaires, c'est transfert de propriété, l'affichage des comptes. J'ai exigé parmi les actes d'engagement conservateurs, je leur ai dit d'afficher. Normalement, si vous faites le tour de toutes les circonscriptions, il y a un panneau qui affiche le prix du renouvellement, le prix de chaque acte générateur pour décourager les antivaleurs. Mais là aussi, il y a les requérants qui passent par des intermédiaires et tout ça. Mais comme on aura la plateforme qui sera une plateforme notariale, ben ce sera fini, ce sera le requérant, celui qui achète avec le conservateur directement et le titre sort le lendemain. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez à l'issue, à la fin de votre passage ici? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Oh, moi, je ne suis qu'un instrument. Je ne fais que faire la politique décidée par le chef de l'État et appuyée par le Premier ministre. Tout est là. Il fallait numériser. C'est en cours. Nous attendons la loi. Il fallait lutter contre la sous-évaluation. C'est la bancarisation. Les chiffres sont là. Il fallait une nouvelle loi foncière parce que l'ancienne loi avait montré ses limites. Elle est là, elle a été défendue, elle est au Parlement avec beaucoup d'innovation. Il fallait mettre fin à la pratique des biens sans maître parce que là, c'était l'État qui spoliait les particuliers. Il y avait 100 à 200 arrêtés signés annuellement pour déclarer des biens abandonnés et réattribuer 24 heures après. Je n'ai signé aucun bien sans maître depuis que je suis assis. Aucun. Donc, vous pouvez imaginer comment déjà les conflits de ce côté-là a aussi baissé. Il fallait non seulement bancariser, comme je viens de le dire, mais préhabiliser par la certification de l'expertise. C'est fait. Donc, nous attendons la loi pour la vulgariser et pour lancer la numérisation. Je rappelle que notre invité, c'est le ministre des Affaires foncières, M. Aimé Sakombi Molendo. M. Aimé Sakombi Molendo, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda.
Les prix de certaines denrées alimentaires ont été majorés cette semaine. Il s'agit notamment des poissons salés. Le carton est passé de 60 à 65 dollars américains et le kilo est à 20 000 francs congolais, il était à 15 000 francs. Les tripes se font plutôt rares. Une tenancière d'une chambre froide située au grand marché de Kinshasa nous en dit avec plus de détails. Nous achetons le carton à 65 dollars et nous les revendons à 68 ou 67 dollars américains. Les tripes aussi sont très rares. Le carton était à 22 dollars américains. Actuellement, il est à 28 dollars. Le kilo est à 14 000 francs. La viande a aussi augmenté de prix. Le kilo est à 18 000 francs. Le carton est à 130 dollars prix d'achat. Nous le revendons à 140 voire 150 dollars américains. Mais les poissons chinchards sont visibles sur le marché. Le carton de 20 kg est à 60 dollars et les gros poissons sont à 68 dollars américains. Un carton de poulet sans emballage appelé poulet nu coûte 32,5 dollars américains. La pièce est à 9, 10 ou 11 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un carton de cuisses de poulet varie entre 21, 22 ou 23 dollars américains et le kilo est à 6 500 francs congolais. Un tas de poissons fumés varie entre 5 000 et 50 000 francs congolais. Un sac de haricots coûte 170 dollars américains. La mesurette varie entre 2 500 et 3 500 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg varie entre 59 et 61 000 francs congolais. Celui de la semoule coûte 52 000 francs. Un sac de farine de froment 50 kg coûte 105 000 francs congolais. La mesurette sous écolo est à 4 500 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 15 000 francs. Un bidon d'huile végétale de 25 litres varie entre 95 et 110 000 francs congolais, c'est selon la marque. Celui de 5 litres varie entre 25 et 30 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 3 000 et 5 000 francs. Un tas de tarots varie entre 2 000 et 5 000 francs. Celui des patates douces varie entre 1 000 et 5 000 francs congolais. Une botte des amarantes est vendue à partir de 2 000 francs. Celle des feuilles de manioc se vend à partir de 3 000 francs. Celle d'oseille coûte 1 000 francs. Un tas de piments est vendu à partir de 500 francs congolais. Sur le marché, les agrumes sont vendus comme suit. Une orange est vendue à partir de 300 francs. Un tas de 4 à 5 oranges coûte 2 000 ou 3 000 francs. Un ananas se vend à partir de 3 000 francs. Une pastèque se vend entre 4 000 et 8 000 francs congolais. Un plateau d'œufs est à 15 000 francs. Un pain se vend à partir de 200 francs. Un sac de braises est à 50 000 francs congolais. Merci Birou Matonda. On vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, Monsieur le Ministre, on amorce l'atterrissage. Comme d'habitude dans l'émission, quelques questions avant de nous séparer. Expropriation sur la baie de Ngalima, le dossier Bas-de-l'Aile, on n'en parle plus? Non, c'est une zone non d'édificandi, donc il n'y aura plus aucun projet là-bas, ça je peux vous l'assurer. Le chef de l'État est strict. D'ailleurs, ce site-là va être classé. C'est-à-dire? Mais classé, on va certainement avec la collègue de l'environnement rendre ça sur un site, on va planter des arbres, faire un site, puisque c'est non constructible. Donc ça, je suis formel. Cette zone-là, on ne construira pas. D'ailleurs, depuis Léopoldville, on n'a jamais construit. Justement parce que c'était inconstructible. Donc maintenant, c'est terminé. Je peux vous dire ici, baie de Ngaliema, la partie baie de Ngaliema, il n'y aura plus aucun projet là-bas. On a cassé chez certains et puis on a laissé. C'est en voie de classement au niveau du ministère de l'Environnement. Alors, expropriation sur le site Kin Malibo, dans la commune de Sélé, vous avez trouvé compromis avec 700 personnes qui avaient saisi à l'époque l'ONG Asado? Oui, je crois que l'ONG avait été, elle aussi, induite en erreur. D'ailleurs, nous avons réagi via un communiqué, il n'y a pas eu de réponse. Toujours est-il que les 700 personnes n'avaient pas de titre. Donc, squattaient sur un site où il y avait déjà un certificat. Et pour des raisons de paix sociale, nous avons décidé quand même de leur trouver quelque chose de forfaitaire et même un site pour localiser une partie, pour mettre en place la zone économique du groupe Aris, qui est un des fleurons des pays voisins
Et c'est un projet cher au chef de l'État. Et d'ailleurs, en 4 ans ici, je n'ai jamais vu un projet aussi prometteur en termes pour augmenter de la valeur ajoutée et surtout pour les emplois et tout ça et tout. Donc, tout le monde sera indemnisé. Le ministre des Finances est en train de suivre avec moi le dossier. Et là, vous verrez ce qui va se passer là dans 1 an, 2 ans. Comment 700 personnes peuvent spolier ou occuper illégalement des terres? Comment? Écoutez, il y a même des gens qui construisent que la nuit. Vous allez dans un coin, c'est vide. Vous revenez 2 semaines après, il y a pratiquement une bicoque, ils construisent que la nuit. Et donc, on en voit de toutes les couleurs. Et c'est pour ça que je dis d'une manière isolée, on ne pourra pas. Il faut que la police, les cours et tribunaux, que tout cet écosystème, nous puissions nous mettre ensemble pour lutter contre tout ça. Mais on va y arriver. Les conservateurs seront désormais punis dans vos... Oui, c'est une des grandes innovations. Merci pour la question. Donc, aujourd'hui, le conservateur est régi encore par l'ancienne loi. Même si déjà, il y a des actes réglementaires qui vraiment les poussent à s'abstenir de poser des actes répréhensibles. Mais s'ils sortent 2 ou 3 certificats sur un même fonds, ben, c'est l'État qui est condamné, parce qu'ils agissent au nom de l'État. C'est ça que vous avez la profusion aussi des conflits. Tandis que là, leur responsabilité civile et pénale sera directement de mise. Non seulement eux, mais leurs collaborateurs, donc les chefs de bureau jusqu'au géomètre. Dès qu'il y aura du pénal, eh bien, vous êtes condamné, vous allez en prison. Rien que cette disposition va faire baisser les conflits de moitié. Alors, en rapport avec le patrimoine de la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo en liquidation, vous avez interdit à tous les hauts fonctionnaires sous votre tutelle de procéder aux mutations du patrimoine de la BIAC. Vous faites quoi pour éviter que certains passent derrière vous? Écoutez, c'est à la demande du collègue des finances et je crois en intelligence avec la Banque centrale. C'est d'abord une mesure conservatoire. Je crois que le ministre Nicolas Kazadi est en train de faire un certain nombre de vérifications avec l'IGF. Ils vont certainement me revenir pour certainement peut-être lever, mais il y avait beaucoup de problèmes. Donc c'est une mesure conservatoire. Il ne faut pas s'agiter. C'est l'État. Il faut libérer les épargnants, tout ça, c'est très sensible. Donc c'est normal que le ministre des Finances, qui a fait un communiqué, puisse demander à son collègue de surseoir le temps de voir clair dans un dossier. Donc il n'y a pas le feu au lac. Certainement, les jours à venir vont donner ce qu'il faudra exactement faire avec cette liquidation de la banque. Les autorités, certaines autorités ou des militaires prennent des terrains spolis au vu au sud de tout le monde et sont parfois pas inquiétés. Alors, vous arrivez à les mettre au pas? Écoutez, c'est très difficile. Parce que c'est des citoyens comme nous, donc ils estiment qu'ils ont droit aussi à la terre. Mais c'est des citoyens en uniforme. Ils ne peuvent pas le faire de cette manière-là. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Ça, je peux vous le dire. Et c'est vrai que quand il y a quelques cas comme ça qui me reviennent, eh ben, j'en avise qui de droit et les choses rentrent dans l'ordre directement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'accusations aux affaires foncières. Beaucoup de choses, donc il faut toujours tout vérifier. C'est pour ça que nous, dans les réformes, on attend qu'il y ait cette numérisation qui mettra donc fin à toutes ces pratiques. Vous faites souvent l'objet de menaces aussi? Bien sûr, plusieurs fois. Donc sans Dieu, sans l'appui du chef de l'État, du Premier ministre dans ce secteur, c'est difficile. Candidat député national? Pourquoi vous avez décidé d'aller à la Mongala? Oui, je suis né à Kinshasa, mais ma ville d'origine, c'est Lissala. Et finalement, j'ai choisi, c'était dur, là où on a, je crois, le plus besoin de moi. Vous avez fait Kinshasa parce que c'est dur ici? Pas du tout, j'ai été là où la population souffre le plus. Et je crois que je peux amener des réponses idoines avec un impact sur la vie au quotidien des gens là-bas. Vous allez changer quoi à Lissala? Eh bien, écoute, ça change déjà. Vous êtes journaliste, pas des moindres. Prenez votre téléphone, interrogez la ville de Lissala, il y a 1 an et aujourd'hui, on vous dira. Monsieur le ministre, on va clôturer l'émission. Quel message à tous ceux qui vous écoutent, ceux qui ont des soucis
dans votre secteur, ceux à qui on a arraché des terres, ceux qui sont en conflit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Lorsque nous n'arrivons plus à arbitrer ici, c'est la justice qui s'empare des dossiers. Et là, avec la séparation des pouvoirs, nous ne savons plus rien faire. Mais je demande à la population de s'approprier nos réformes. Nous allons davantage les vulgariser pour que les gens comprennent que nous voulons vraiment cette paix sociale, que la terre puisse nous unir, que nous séparer. Voilà le message que j'ai donné. Je rappelle que notre invité, c'était le ministre des Affaires foncières. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre première invitation. Nous espérons que nous pourrons vous avoir pour d'autres questions. Pas de problème, je suis disponible. Merci Eric. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à Didi Bin Sika qui a permis la diffusion de cette émission sur YouTube et Facebook. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre également cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Merci, M. Eric. Merci. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.